Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale que je vais avoir le plaisir de co-animer avec le Doc Loridan, parce que nous allons recevoir trois personnalités qui sont dans le phare de la résistance, si j'ose dire, pour notre plus grand plaisir sur TBADP. Pour la première fois, nous recevons Ariane Bilran. Bonjour Bonjour. Ariane, Alors, non, c'est bienvenue. Billeran, je sais, c'est parce qu'elle H en occitan, ça se dit yeux. Après, j'ai la famille. D'accord, Il faut que je le précise. pardonne-nous. Merci de me recevoir. Je devais passer sur TVADP sur une première émission que devait animer Olivier. Il m'avait dit, je t'inviterai, tu seras la première. Voilà. Bien justement, nous tenons sa promesse à sa place, si tu le veux bien. Bien sûr. Nous accueillons aussi Maître Virginie de Rajo-Rekea, qui est une héroïne désormais, après ce qu'elle a subi. Et puis, comment on l'a dissocié de notre ami Sébastien Rekea, qui fait lui aussi un énorme travail d'éveil des consciences dans la résistance. Virginie, on est vraiment heureux et honoré de te recevoir sur TBADP. Bienvenue. Ouais, bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour les Eric. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette présentation. C'est toujours trop pour moi, mais merci beaucoup de cette attention et Sébastien regardera également l'émission. Merci d'être là en tout cas avec nous. Et nous recevons aussi le docteur Régis Bruno, qui est aussi une figure marquante de la résistance, puisqu'on vous voit en ce moment combattre ensemble sur les réseaux pour confronter la désinformation, la calomnie et la malveillance. Bienvenue, Régis, sur TVADP. Doc, je crois que tu connais merci bien. Merci beaucoup de m'avoir invité et de nous avoir invités tous les trois en même temps. Voilà. Merci C'est un plaisir pour nous. Doc, alors je crois que tu as étudié le dossier de la RTBF. Tu vas nous en parler? Voilà. Oui, tout à fait. Alors j'étais assez sensible à ce qui s'est passé depuis une semaine maintenant avec un article de la RTBF qui parle de beaucoup de... Bon, qui balance toujours les mêmes noms d'oiseaux quand on évoque des sujets pour lesquels on n'est pas d'accord avec la doxa. C'est tout de suite du complotisme, de l'extrême droite, des adeptes de théories pédocriminelles, voilà, révisionnistes du Covid et j'en passe. En fait, si je voudrais me permettre, si tu veux bien, Eric, de présenter un peu brièvement le pédigré de chacun de nos invités. Ça me paraît important parce que chacun ici sache à qui il a affaire. Alors, je vais peut-être oublier des choses parce que parmi vous, vous avez un pédigré qui est long comme le bras. Mais au moins, je vais dire l'essentiel pour chacun se rendre compte à qui ils ont affaire aujourd'hui dans cette émission. Et on va faire en ordre alphabétique. Comme Arrojo Requia, Virginie. C'est la première fois qu'on se voit sur TVADP, même si on s'était vu dans d'autres occasions. Hein. Tu es titulaire d'une maîtrise en droit international depuis 2001. Tu es avocate depuis 2006 en droit international, droit européen, en droit fiscal et aussi en droit de propriété intellectuelle. Tu as été experte auprès de Rainer Fulmich dans le grand jury. Tu as été aussi l'avocate de notre ami, le regretté Olivier Soulier. Alors récemment, tu as écrit un livre, on va pouvoir en parler ensemble. En fait, si tu avais, on va parler d'un sujet qui s'est passé il y a déjà quelques mois, mais qui restera dans les mémoires de chacun. Si tu avais défendu un terroriste islamiste qui avait commis des attentats sur le territoire français, peut-être qu'aujourd'hui tu serais ministre de la Justice. Manque de chance, tu as eu la mauvaise idée de défendre Rémi Daillé qui avait appelé au soulèvement populaire. Et ça t'a valu d'être mis en garde à vue une 60aine d'heures avec une troupe entière de policiers venus te récupérer chez toi au petit jour devant tes enfants. Bon, on n'a pas vu beaucoup de médias de grand chemin se poser des questions légitimes sur l'état de nos libertés en France. On n'a pas vu beaucoup non plus de tes confrères au sein du barreau, au syndicat de la magistrature, au conseil de l'ordre des avocats s'insurger face à cette atteinte manifeste à la pratique de ta profession. Et on pourra peut-être en reparler, mais ça restera, en tout cas pour nous, gravé dans nos cœurs et ça restera aussi un scandale judiciaire sans précédent dans la Ve République.
B comme Billeran, Ariane. Ariane, tu es normalienne, tu es philosophe, disons, il y en a des casquettes, hein, psychologue, psychologue clinicienne, tu es docteur en psychopathologie, tu es experte et conférencière, auteur de nombreux livres. Tu en as écrit un d'ailleurs en tant que co-autrice avec Vincent Pavant, Le débat interdit. Et récemment, tu as été épinglée par la RTBF. Et il faut prendre ça comme un honneur, en fait, hein. Et on va pouvoir en parler ensemble pendant cette émission. Ça me paraîtra d'autant plus important que tu as fait une réponse tout à fait cinglante à la RTBF et qui mérite le détour. C'est-à-dire que, pardon Eric, je voudrais juste dire que pour bien comprendre ce qui est arrivé à Virginie, se reporter à l'interview que j'ai donnée de Virginie dans l'Antipresse. Il y a 2 numéros, 398, 399 du mois de juillet 2023, où on a tous les détails. Et puis, c'est-à-dire que, comme le savent très bien mes collègues et mes amis ici présents, j'avais plutôt décidé de rester tranquille et effectivement, j'ai l'impression d'avoir été remobilisée sur le sujet après ces doux noms d'oiseaux et ces quasi-assimilations au terrorisme. Donc voilà, je suis là. Et B comme Bruno, Régis Bruno ou Brunod? Alors, c'est un nom des Alpes, c'est Bruno. On ne prononce pas la finale, mais c'est pas grave, c'est comme vous voulez. Voilà. Très bien. Alors, si vous voulez bien, si tu veux bien, on va aussi se tutoyer, puisqu'on l'a fait avec Ariane, oui, avec Virginie. Oui, il faut le temps que ça vienne spontanément. Hein. Ça va venir au cours de l'émission. Voilà. Tu es pédiatre et pédopsychiatre. Tu es titulaire d'un DEA en philosophie et tu es même ancien expert auprès des tribunaux. Alors, tu as même écrit un livre intitulé « Préserver l'innocence des enfants ». Et tu as participé en juin dernier à Paris à une conférence qui était intitulée « La dérive totalitaire sur les enfants, diagnostic, cause et conclusion ». Tu t'es élevé contre cette hypersexualisation des enfants qui était proposée par l'OMS dès le plus jeune âge, sous prétexte de découverte de son propre corps. Donc tu t'insurges et c'est la raison de ta présence ici avec nous, hein, contre l'intrusion des adultes dans le développement affectif des enfants. C'est plus large, effectivement, que la sexualisation. Je pense qu'il y a une intrusion du monde des adultes dans le monde de l'enfance, dans de nombreux domaines, qui est tout à fait toxique pour les enfants, quoi. Il faut utiliser le mot, je crois. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait parler ensemble du projet de EVRAS? Alors, EVRAS, ça signifie, j'ai déjà oublié, c'est un acronyme qui veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. De quoi s'agit-il en fait, puisque c'est le cœur du sujet et c'est la raison pour laquelle la RTBF a commis cet article un peu ruisselant de mauvaise foi auprès de tous ceux qui considèrent comme des complotistes. Qu'est-ce que ça veut dire EVRAS et en quoi ça consiste? Bruno, peut-être peut-être, Bruno, si tu veux, mais c'est juste pour planifier. Moi, je connais pas le contenu précis du programme EVRAS, donc je peux pas répondre à la question. Je peux répondre sur mon domaine de compétences. Voilà, c'est pour ça. Alors, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis des années, nous avons un document qui s'appelle les standards pour l'éducation sexuelle en Europe et qui émane de l'OMS. Et ce document, je l'ai analysé dans mon livre L'imposture des droits sexuels qui est paru en 2017. C'est un document extrêmement problématique, pour dire un mot qui n'est pas assez fort, hein, et qui à la fois est un programme de sexualisation des enfants avec des enseignements à la sexualité à partir de l'âge de 0 ans, c'est marqué comme ça, et puis ça ne correspond pas du tout aux âges par rapport au développement psychique, et ça, Régis l'expliquera extrêmement bien. Mais en fait, ce document sert de source de référence en termes de contenu et de citation à différents gouvernements, différents ministères de la santé et de l'éducation ou de l'enseignement pour diffuser un enseignement de masse aux enfants sans l'avis des citoyens, sans la consultation des experts de la protection de l'enfance et du psychisme de l'enfance, parce que quand même dans cet article de la RTBF, il faut bien expliquer qu'il y a des associations de protection de l'enfance qui sont ciblées. Donc, on n'a pas consulté les experts et on impose aux populations, mais également aux parents, une sexualisation précoce des enfants
avec des idéologies, bien sûr, qui sont présentes à l'intérieur. Certainement que Virginie en parlera, mais l'idéologie, par exemple, du genre qui conduit ensuite aux opérations, hein, donc aux mutilations d'enfants, par exemple. Et tout ceci est imposé, contrevenant d'ailleurs au corpus juridique que nous avons, et ça je renvoie au livre de Virginie, Protéger les mineurs face à la dérive totalitaire. Donc tout ceci est complètement en réalité illégal, mais il n'empêche que c'est diffusé. Et donc ce programme Evras, il faut bien comprendre que nous avons en substance les mêmes, hein, en France. Ce n'est pas le même nom, mais c'est le même programme de l'OMS derrière. Donc dedans, en Suisse aussi, par exemple, j'ai reçu encore une fois cette semaine des plaquettes. Il y a des photographies absolument obscènes qui sont montrées aux enfants. Il y a du matériel pédagogique tout à fait obscène. Et donc, nous sommes en train de suivre ce fameux programme des standards pour l'éducation sexuelle en Europe, qui est délirant du point de vue de l'initiation sexuelle des enfants. Voilà, j'ai essayé de faire court pour la présentation. Merci Ariane. Est-ce qu'on peut avoir l'avis du pédopsychiatre à ce sujet? Alors, je vous ai dit que je ne connaissais pas le programme Evras. Effectivement, je ne le connais pas. Par contre, je connais bien le document de l'OMS, qui est les standards pour l'éducation sexuelle, qui est un document d'ailleurs qui est destiné aux décideurs, et je ne sais plus quel autre mot, hein, c'est écrit en sous-titre, destiné aux décideurs et surtout pas aux parents. Et dans plusieurs endroits, il est marqué très clairement que cette éducation sexuelle ou à la sexualité, on peut reparler de ça, doit être réalisée de manière obligatoire en milieu scolaire et qu'il n'y a pas, on ne demande pas l'avis aux parents. Hein, il n'y a pas de participation aux parents. Quand on connaît le travail avec les enfants, c'est tout simplement aberrant. Hein, c'est-à-dire de penser qu'on peut faire quelque chose avec des enfants sans que les parents soient au courant et qu'ils participent de leur bonne foi, si je peux dire, à ce travail. Hein, rien que déjà ça ne va pas du tout. Ça serait même une autre matière, ça serait pareil. Je veux dire, on ne peut pas apprendre quelque chose à des enfants sans que les parents soient au courant, voire contre l'avis des parents, ce qui est vraiment, alors là, tout à fait aberrant. Alors, donc je connais bien ces standards et je ne les ai connus qu'après avoir commencé le travail que j'ai publié. Alors, le travail que j'ai publié, je donne juste une précision. En philosophie, j'ai un DEA de philosophie sur une matière très particulière, enfin un domaine particulier qui est l'épistémologie. L'épistémologie, c'est l'étude des bases théoriques et des méthodes scientifiques dans la science. Si je résume, c'est à peu près ça. Bon, c'est pour que je dis ça pour que ça soit clair. Et c'est sur ce travail-là, sur ce domaine-là que j'ai commencé à travailler, puisqu'en fait, j'avais appris tout ce qu'on nous apprend en faculté, les stades de la sexualité infantile, etc. Et tout. Mais j'ai fait des expertises d'enfants, et un certain nombre, des expertises d'enfants ayant été agressés, et je parle tout particulièrement des enfants avant la puberté. Je m'estime moins compétent pour les enfants déjà pubères, c'est moins mon domaine, je connais bien mes autres intérêts professionnels, c'est la petite enfance, la psychosomatique, les liens mère-enfant, et aussi les troubles neurodéveloppementaux, voilà, et le handicap de l'enfant. J'ai travaillé dans ces domaines, dans des milieux très, très, très divers. Et en faisant ces expertises d'enfants, j'ai entendu les enfants, et puis j'ai eu, pour des raisons de disponibilité d'experts, il y a très peu d'experts en fait qui travaillent. C'est pour diverses raisons que je ne vais pas m'étendre. J'ai eu à examiner des agresseurs qui étaient en voie de fin de peine. Parce que ce sont des gens qui sont d'excellents prisonniers, dans la plus grande partie des cas, en règle quasi générale, donc ils demandent des remises de peine,
Et quand on a quelqu'un qui a été condamné au pénal, aux assises, en France, c'est la cour d'assises, à une peine de prison pour un crime d'agression sexuelle, enfin de viol de mineur, pour être clair, eh ben, il faut l'avis d'un psychiatre. Et on est bien embêté parce qu'il demande des remises de peine, mais ça reste toujours très difficile pour le suivi. Mais moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que ces gens-là disaient toujours, mais nous, on fait ça, on aime beaucoup les enfants. Effectivement, pédophiles, ils les aiment à tel point qu'ils disent qu'ils veulent leur apprendre la sexualité bien doucement, bien tranquillement, etc. Et j'ai entendu de mes propres oreilles plusieurs fois, mais docteur, vous êtes un peu retardé. Les enfants, ils ont une sexualité. Je l'ai entendu ça combien de fois. Et, par des gens normaux ou par des gens qui étaient à orientation particulière? Non, des gens qui avaient une orientation sur les enfants, pour être clair. C'est des gens qui avaient agressé, c'est des gens qui avaient été condamnés aux assises, au pénal pour des crimes sexuels. Voilà. Et j'ai entendu moult fois ce discours. Mais ce discours, oui, eux, ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Je m'explique. Et c'est vraiment un fonctionnement pervers et qui mettait les enfants dans une situation terrible. Ils disaient les enfants ont une sexualité, mais comment séduisaient-ils, entre guillemets, la séduction, séduisaient-ils les jeunes, les petits-enfants? Je parle d'enfants de 3, 4, 5, 6, 7 ans, qu'on soit bien clair. Pas du tout comme on séduit quelqu'un quand on est un adulte ou même un adolescent. Non, il les séduisait avec des moyens d'enfant, c'est-à-dire avec soit, c'était connu déjà avant, des câlins qui dérapent. Alors, ça dérape pas une fois, c'est toujours du répétitif. Alors, bien sûr, je voyais aux assises, on voit les cas les plus graves. Mais de tous ceux que j'ai vus, c'est répétitif sur des semaines, des mois, des années. C'est le fameux « viens chercher des cachous dans la poche à Pépé ». Oui, c'est bien cacher les cachous. Ça peut être… Alors, c'est exactement, j'ai vu tout ce qu'on peut offrir à un enfant pour le séduire. Donc, il y a les faux câlins, tendresse familiaux qui dérapent, si je peux dire, mais ils dérapent régulièrement. Et puis, il y a les petits cadeaux, ce que vous dites, les cachous. Il y a plus matérialiste, c'est-à-dire, tiens, je t'offre ça, la dernière Game Boy, des feutres, des crayons, des cadeaux des fois insignifiants par rapport à l'adulte, mais qui ont de la valeur pour un enfant, parce que c'est des jeunes enfants, et vous savez, un enfant, vous lui donnez, il ne va pas voir si c'est du diamant ou de la verroterie, c'est tout des choses comme ça. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire mon travail pour dire, attention, parce que je connaissais bien le développement de l'enfant. Et en particulier, en m'étant occupé des petits et en m'étant occupé des enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux, je voyais bien des enfants handicapés, je connais bien le développement de l'enfant et ses avatars. Et je savais bien que l'idée qu'il y ait une sexualité dès la naissance, ça collait pas, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fini par connaître, en faisant mon travail, le texte de l'OMS. Je me suis pas précipité sur le texte de l'OMS en disant faut le combattre. C'est pas ça du tout. Alors le texte de l'OMS, il date de quand? 2013, la version française. 2010, la version allemande. 2013, 2010, je suis pas certain, mais presque sûr. 2013, je suis certain, c'est la version francophone qui a été rédigée par l'OMS à Genève. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle plus maintenant? Parce que le temps que ça se connaisse, il y a eu une omerta. Moi, j'ai mis 3 ans pour trouver un éditeur pour publier mon livre. Les sociétés professionnelles pour lesquelles j'ai travaillé, en particulier sur des formations à l'autisme, me disaient qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ce dont je parlais. Et ce dont je parle, c'est très clairement l'enfant prépubère n'a pas encore de sexualité. Tout comme un bébé, ils ont un sexe à la naissance, ils ont un sexe anatomique, mais l'anatomie, ça ne fait pas la fonction. Un enfant a des jambes à la naissance, il ne marche pas tant qu'il n'y aura pas un certain développement
des acquisitions, ce qu'on appelle des prérequis en physiologie développementale. Il faut d'abord qu'il tienne sa tête, qu'il tienne son tronc, qu'il ait le sens de l'équilibre, qu'il ait la vision, etc. Et c'est là qu'il pourra marcher au bout de plus d'1 an. Hein, voilà, pour avoir une marche autonome. C'est la même chose pour le langage. Un enfant, il a une langue, il a un cerveau, il a des oreilles, mais il ne parle pas encore. Il faut d'abord qu'il babille, il faut qu'il ait des répétitions de syllabes, il faut qu'il ait une relation affective. Alors, on est d'accord pour l'affect, hein, mais ce n'est pas pour la masturbation enfantine précoce telle qu'elle est dite de 0 à 4 ans dans les textes de l'OMS. Il faut qu'effectivement, il y ait une relation avec sa mère ou celui qui est... je ne comprends pas pourquoi ça se met là. Voilà. Eh bien, c'est l'article de la RTBF. D'accord. On a parlé tout à l'heure. D'accord. Donc, il faut qu'il y ait tout un développement pour le côté belge. On ne donne pas des frites à manger à un enfant de 3 mois. C'est pas possible. Il n'aura ni la mastication, ni la digestion, ni etc. Pour manger les frites, c'est plus tard. Voilà. Eh bien, pour la sexualité, c'est pareil. Voilà. On confond sensorialité et sexualité, on confond tendresse et sexualité, on confond curiosité de l'enfant avec la sexualité, on utilise sa susceptibilité pour en fait l'englober dans un truc qui est une sexualité d'adulte, mais les enfants n'ont pas encore de sexualité. Et si on veut les aider, bien sûr qu'on peut les aider à avoir plus tard une vie non seulement sexuelle, mais amoureuse et affective, parce que la vie sexuelle toute seule, ce qu'on voit beaucoup maintenant de pathologie chez les adolescents et les adultes jeunes, c'est ce que j'appelle la pathologie de la solitude quand même, hein. Que ce soit les troubles du comportement alimentaire, les addictions, etc. Tout ça, c'est en rapport avec la solitude. Donc, il y a des choses... Est-ce qu'on est d'accord, Régis? Pardon, est-ce qu'on est d'accord, Régis, pour dire que le terme de pédophilie n'est pas adapté et qu'il faudrait plutôt parler de pédocriminalité? Alors, je vais renvoyer à Ariane, parce qu'elle est plus compétente que moi dans ce domaine. Voilà. C'est la novlangue, hein, on est d'accord. Oui. Alors, je sais que beaucoup insistent sur pédocriminel ou pédophile, par rapport au pédophile, parce que pédophile, étymologiquement, ça veut dire qu'il aime les enfants. Mais en fait, ceux qui aiment les enfants, comme l'a dit Régis, ils le revendiquent d'aimer les enfants. Ils n'aiment pas les enfants comme il faudrait les aimer, mais eux-mêmes le revendiquent et ne les aiment pas, bien sûr. Voilà, pédocriminel, pédophile. Pour moi, le combat, il ne se situe pas là. Alors que d'habitude, je suis très attentive à la langue, mais pour moi, le combat ne se situe pas ici. Il se situe sur le fait de définir que la pédocriminalité ou la pédophilie signifie sexualiser un enfant, signifie avoir des projections sexuelles, de sexualité adulte sur un enfant. Et c'est ce qu'il y a malheureusement dans ces programmes de l'OMS et dans ces supports pédagogiques, puisqu'on montre bien des organes génitaux adultes à des enfants sous la forme de photos, des mineurs, parce qu'on me dit oui, mais en fait, il faut rappeler que la catégorie de mineurs sexuels, ça doit être protégé. Des ados en démarrage de puberté sont aussi vulnérables. Donc, on n'a pas à les effracter comme ça. Avec, en plus, je voudrais quand même rajouter, parce que ça, je ne l'ai pas souvent dit. Alors, par contre, j'ai beaucoup de retours de micro. Je ne sais pas si, je sais pas si c'est Régis ou Virginie, si vous pouvez, ouais, parce que ça me perturbe. Très sensible au bruit. Ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que donc, ces programmes qui visent à faire de la sexualité un enseignement comme les autres, c'est-à-dire une banalisation de la sexualité. Déjà, pour des adultes, ça serait quand même assez problématique puisque c'est d'enseigner la sexualité en groupe alors que ça relève de la vie intime. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est donc enseigner la sexualité, comme l'a très bien rappelé Régis, contre l'avis des professionnels, finalement, de santé mentale des enfants, puisque nous sommes plusieurs, et à partir du moment où il y a un seul professionnel qui émet des réserves, vu qu'il s'agit de la protection psychique des enfants, il faudrait s'arrêter et l'écouter. Or, on voit bien que le pouvoir ne fait pas ça, les médias ne font pas ça, ils lancent des campagnes de calomnie contre nous, ce qui nous démontre qu'il y a un problème. Ça nous démontre clairement qu'il y a un problème. Et troisièmement,
il y a dans la conception même de la sexualité de l'OMS quelque chose qui, pour n'importe quel adulte normalement constitué, est assez étrange. C'est une conception mécanique, sans affect, sans amour, sans émotion, sans tendresse. C'est une conception, je vais être vulgaire, mais de bouchage de trous. Donc c'est quand même curieux en plus d'avoir cette conception-là qui, franchement, moi je me mets à la place des ados quand ils voient ces supports, il y a de quoi être dégoûté en fait. Même pour des adultes, franchement, c'est obscène, clairement, ça fait pas envie, quoi. Donc il y a aussi une problématique de cet ordre-là, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on a affaire à des grands frustrés qui ont écrit ces programmes. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est que moi, dans mon livre, L'imposture des droits sexuels, j'ai étudié les références dites scientifiques de l'OMS. Il n'y en a pas, ce sont des lobbies. Et c'est la même chose dans les intervenants parce qu'on se concentre sur les écoles. Parce qu'effectivement, pourquoi on en parle plus? Tout simplement parce qu'il y a un grand plan de déploiement. Donc c'est vrai qu'avant, on criait beaucoup dans le désert par rapport en alertant sur ces textes, mais tant que les dégâts n'étaient pas commis ou en train d'être commis, eh bien, il n'y avait pas vraiment de prise en compte. Or là, depuis janvier-février, donc ma collègue Amandine Lafargue a fait une alerte. Je rappelle que c'est une collègue qui est spécialisée dans l'enfance maltraitée, dans la protection de l'enfance, qui fait des expertises judiciaires sur des enfants abusés, avec laquelle j'ai écrit le livre Psychopathologie de la pédophilie en 2013. Il est paru, ça fait plus de 10 ans. Nous ne sommes pas arrivés comme ça d'une planète étrangère. C'est notre travail. Eh bien, Amandine a fait une lettre d'alerte parce que les collègues psy, à un moment donné, m'ont tout appelé, celles qui recevaient les enfants, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous traumatisés par un enseignement qu'on est en train de leur donner dans les écoles. » Donc, il y a des dégâts. Et pour un seul enfant traumatisé, il faudrait arrêter ces programmes et regarder ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas dire, c'est très bien d'enseigner la sexualité, peu importe que des enfants qui le vivent mal, qu'ils ont des problèmes, parce qu'en plus, il y a des inversions accusatoires sur les enfants qui auraient des problèmes parce qu'ils n'ingèrent pas ces programmes indigestes. Donc, il faut bien rappeler qu'avant, l'éducation sexuelle antérieure que nous avons reçue était faite soit en cours de biologie, en anatomie par le professeur, soit par des professionnels de santé. Aujourd'hui, ce sont des lobbies, des intervenants extérieurs, ou pour être formé à éducateur sexuel, en tout cas pour une expérience que j'en ai, puisque j'avais appelé un organisme qui s'appelle Sésame, je ne sais pas s'il existe toujours, mais pour connaître quel était le type de la formation, c'était 3 jours de formation, pas de casier judiciaire, et vous rentrez après dans les institutions. Il faut bien aussi rappeler que dans ces programmes de l'OMS que je connais par cœur, pour les avoir étudiés à fond, il ne s'agit pas que des écoles, c'est toutes les structures socialisantes des enfants, c'est-à-dire les cours de sport, les cours de musique, etc. Et il est écrit dans ces programmes que les cours pourront avoir lieu à n'importe quel moment, c'est-à-dire sans avertir les parents. Il faut bien être clair là-dessus. Et j'ai reçu un témoignage cette semaine en Suisse d'une mère de famille qui m'a dit, à l'école, on nous a dit qu'on ne nous informerait pas sur les cours, quand les cours auront lieu. Donc, vous voyez la gravité de la situation. Alors ça, c'est très très grave, Ariane, parce qu'on aurait bien l'intention, si jamais on avait eu en tant que parent une information disant que tel jour, telle heure, il y avait une éducation à la sexualité, dire bah c'est bizarre, mon enfant ce jour-là, il est malade, ou un retrait volontaire de l'école. Tandis que là, on se trouve complètement impuissant là-dedans et on peut rien faire. On va voir arriver notre enfant le soir en disant ils ont vu des choses qui leur plaisaient pas et qui risquent même d'en subir des conséquences traumatiques à long terme. Alors que peut-on faire? Ouais. Si je peux ajouter juste un mot, une précision pour que les choses, c'est pas pour renforcer. Oui, après on le donnera la parole à Virginie. Oui, c'est pour une réalité. C'est que les enfants qui vont arriver à la maison choqués, ben, c'est ceux qui sont dans le meilleur cas. Parce que ça veut dire qu'ils ont suffisamment de confiance, on va dire, dans le dialogue à la maison pour pouvoir raconter ça à leurs parents. Mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas, qui ne vont pas pouvoir raconter ça à leurs parents. Et puis il y en a beaucoup dont on en a... Pardon ? Et qui vont l'intérioriser totalement, ils ne vont pas pouvoir en parler à qui que ce soit, etc. Et puis l'autre point important, c'est qu'on s'adresse à des enfants donc, qui ne sont pas encore dans la sexualité.
Et donc, c'est exactement ce que je vous disais des gamins qui restent plusieurs années à se faire agresser, violer, et puis qui, au bout d'un moment, se disent, quand ils grandissent, mais au fait, c'est pas un jeu comme je connaissais, c'est pas un jeu. Et là, comme c'est dans le programme scolaire, comme c'est, etc., ils peuvent effectivement prendre ça comme une matière comme une autre, si je peux dire. Mais le jour où ils vont avoir la puberté et puis des désirs, et puis ils vont avoir à ce moment-là une idée mécanique de la chose. Et donc, ça ne va pas marcher. Ils vont être frustrés, ça va se terminer de manière... alors, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des conduites, on va dire, agressives, enfin, d'adolescents et de jeunes adultes, pardon, qui ont des conduites agressives où la relation amoureuse est tellement mécanisée que ça n'est plus possible entre deux, et en particulier, ce n'est plus possible pour les jeunes filles. Avec un risque de permissivité dans les cours d'école et dans les toilettes. Voilà. En fait, alors, dans les toilettes, on peut vous dire que j'ai été confronté à des histoires de fellation entre petits garçons dans les toilettes d'une classe de moyenne section de maternelle. Et ce n'est pas un fait exceptionnel, puisque l'année dernière, j'ai fait une formation pour des éducateurs de protection de l'enfance qui m'ont raconté avoir été témoins de la même chose dans des écoles parisiennes. Oui, en fait, je voudrais rajouter, pardon Eric, mais c'est vraiment important qu'on donne toutes ces précisions à ceux qui nous écoutent, qu'un enfant n'a pas naturellement une conduite sexualisée. C'est un critère pour nous, en expertise, d'abus de l'enfant. Un enfant naturellement qui n'a pas été exposé à des abus sexuels, à des vidéos de pornographie ou à de la sexualité adulte, n'a pas de conduite sexualisée. C'est donc un critère pour nous qu'il y a un problème. Si l'enfant commence à imiter des fellations, s'il commence à imiter effectivement des abus sur ses petits camarades, la première question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'il a vu ça? Qui l'a initié? Or là, dans ces programmes, comme on sexualise tous les enfants, eh bien, ça va devenir une banalisation, une normalisation. Mais regardez les enfants, en fait, ils ont naturellement une sexualité. Mais qui leur a montré? Qui leur a enseigné la masturbation? Etc. etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental à comprendre qu'il y a une inversion. Et qu'en fait, même les enfants qui ont été abusés vont aller chercher l'adulte. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils ont intériorisé quel était le lien à l'adulte. Et on sait très bien que les victimes cherchent toujours à faire plaisir à leur agresseur pour être moins agressés. Et je renvoie un témoignage qui sort cette semaine dans l'Antipresse de Annette Lucas, une survivante des réseaux pédophiles belges qui n'existent pas, d'après le pouvoir, qui veut néanmoins protéger les enfants des abus sexuels des pédophiles. Parce que ça aussi, c'est intéressant, les pédophiles, c'est toujours un type complètement isolé. Elle raconte comment il y a cette programmation chez l'enfant à partir du moment où il est victime d'un pédophile, il va se mettre en mode automatique pour lui donner ce que l'adulte agresseur attend. Et c'est donc très important de comprendre cette inversion. Je pense fondamental d'apporter ces précisions. À vous entendre, Régis et Ariane, mon cœur de père et de grand-père est en train de bouillir. Mais on vous parle de la réalité, de choses que je pense que c'est de notre expérience professionnelle nous-mêmes. On a tous envie du bonheur de nos enfants et notamment de leur bonheur affectif. L'une de mes filles vient de m'annoncer, elle a 21 ans, qu'elle va se fiancer, elle est heureuse. C'est le genre de choses que je peux souhaiter à tout le monde, c'est de trouver le bonheur, mais à l'âge adulte, quand les choses se sont déjà bien précisées. Oui, Ariane. J'ai oublié encore deux choses. Régis et moi, nous sommes pour, et puis Virginie aussi, la sexualité épanouie, amoureuse et tout ça, mais pour les adultes. Voilà, on n'est pas contre ça. On est bien d'accord. Pour que ça se passe bien, je voudrais rajouter quelque chose de très important au niveau des apprentissages de l'enfant. À partir du moment où un enfant est transgressé psychiquement, ou pire, on va lui lever les inhibitions. Ces inhibitions sont fondamentales pour pouvoir être dans l'apprentissage. C'est-à-dire que, parce qu'on nous dit dans la RTBF que les psys font peur, sont des terroristes parce qu'ils font peur aux parents. Nous faisons peur parce qu'en fait, il est essentiel de conserver des inhibitions pour, Virginie en parlera, l'ordre public, mais également pour le développement psychique de l'enfant. Si on transgresse un enfant, qu'est-ce qui se passe?
il a des troubles de l'apprentissage, il va avoir des troubles dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Et je vais même vous faire une confidence, je le sais pertinemment bien parce que ma grand-mère, qui a été la créatrice de l'orthophonie aux côtés de Suzanne Borel, qui a été la première professeure d'université à la faculté La Salpêtrière de médecine à Paris sur l'orthophonie, qu'est-ce qu'il a mis dans l'orthophonie? Le viol de ma tante à l'âge de 6 ans, qui a été incapable d'apprendre à lire et écrire. Donc, il faut comprendre les impacts sur l'apprentissage que ça va avoir sur les enfants, cette sexualisation précoce, c'est fondamental. Voilà, c'était très important. Merci, Ariane. Je vois que Virginie est sur les starting blocks, on va pouvoir parler. Tu as écrit il y a peu de temps un livre qui s'appelle « Protéger les mineurs ». D'une part, est-ce que tu voudrais nous en parler? Puis d'autre part, je voudrais savoir, mais qu'est-ce que dit le droit sur la protection des enfants et en quoi juridiquement la déclaration de l'OMS va à l'encontre de la souveraineté du droit des États? Et puis concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce rouleau compresseur? On n'entend pas, Virginie, le micro est coupé. Je disais donc, très très bonne question, merci beaucoup Eric. Je vais faire des parallèles puisque tout le monde n'est pas juriste, et donc voilà, on disait, puisqu'en plus tout a un lien, hein, si je verse aussi de ce côté, c'est qu'on voit qu'il y a un véritable problème du côté de l'OMS, on s'en rend tous compte. Et en fait, c'est comme pour la crise, Covid, etc. Si on prend la pyramide des preuves scientifiques, l'avis de l'OMS est tout en bas de l'échelon. Voilà, on a les études de cohorte et tout en bas, l'avis de l'OMS, c'est-à-dire le plus bas niveau des avis scientifiques, c'est l'avis de l'OMS. Là, c'est pareil, on est en train d'induire les gens en erreur. Les standards de l'éducation sexuelle, ce n'est basé en réalité que sur les dires des lobbies. En matière de droit international, il n'y a pas de convention internationale contraignante qui oblige les États à délivrer de manière obligatoire des cours d'éducation à la sexualité. Donc, ce ne sont que des déclarations, des modèles, des matrices, comme ils les appellent si bien, qui sont en fait sortis tout droit de la tête des lobbies, financés par les mêmes qui financent les vaccins, notamment. Donc, on voit toujours... on voit toujours, il y a toujours on arrive toujours au même. C'est ce qui est recherché aussi dans le livre. Donc, ce que disent les conventions internationales contraignantes, c'est qu'il faut d'abord rechercher l'intérêt primordial, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. On vous dit qu'un enfant, c'est jusqu'à la majorité, donc jusqu'à preuve du contraire, la majorité en France, c'est 18 ans. Et on vous dit que l'État doit respecter l'autorité parentale. Ce qui correspond en droit français à ce qui est dans le Code civil. Hein. Le Code civil dit la même chose. Et le Code pénal parle d'interdiction d'atteinte à la moralité du mineur, d'interdiction de corruption mineure. Donc, c'est extrêmement clair. Donc, si vous voulez, je suis allée donc étudier les débats parlementaires pour savoir qu'est-ce qui avait motivé le législateur et qu'est-ce que pensait le législateur pour qu'on comprenne bien en fait pourquoi cette mesure a été introduite dans le corpus juridique français alors qu'il n'y avait pas d'obligation au niveau international, puisque le droit international est supérieur au droit national, voilà, et au-dessus il y a la Constitution, mais la Constitution dit d'ailleurs qu'il faut que l'enfant a droit à la santé et donc a droit à la santé psychique aussi, hein, à son équilibre. Et donc en fait, c'est une anomalie. Je considère que c'est une anomalie puisque le législateur, dans ses débats, nous explique qu'en fait, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait moins d'IVG. Mais pour prendre cette mesure, pour décider de légiférer de cette façon, il n'a écouté aucun expert, comme ceux que nous avons ici, Dr Guirand et Dr Bruno, par exemple, qui se sont intéressés depuis des années au sujet et qui auraient dû être entendus. En revanche, on a entendu les lobbies, notamment Planning Familial.
Il faut savoir que je suis tombée sur un rapport de l'OMS de 1975 qui parlait justement de l'éducation sexuelle, mais de manière plus large. C'était pas encore directement tourné vers les mineurs. Il y avait déjà, parmi les rédacteurs de ce rapport, il y avait déjà John Monnet, le théoricien du genre, et il y avait... Virginie, il faut le rajouter, qui a publié des articles en faveur de la pédophilie dans un journal. Ah, mais clairement, je l'ai mis dans mon livre. En fait, j'ai fait tout un détail. Il était pro-pédophilie. Il écrivait dans les journaux pédophiles. Il y en a plusieurs, hein, d'ailleurs. Là, il y a aussi, auteur de ce rapport, il y a aussi Cessius, Planning familial. Donc déjà depuis au moins 1975. Mais comme le dit le docteur Biran, on remonte au rapport Kinsey, le professeur de droit Judith Reisman en a longuement parlé et a fait de grandes études sur l'impact de ces rapports qui ont été financés par la Fondation Rockefeller pour changer. Voilà, et c'est, tous ces programmes, c'est lobby. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ces matrices, ces standards d'éducation sexuelle n'ont aucune valeur juridique contraignante. Et aujourd'hui, pour confirmer le devoir des enseignants, on est en train de leur envoyer des liens vers ces standards de l'éducation sexuelle et la déclaration des droits sexuels qui sort tout droit aussi des lobbies. Et on leur présente comme étant en quelque sorte du droit international contraignant et qu'il faut s'y plier. Or, c'est complètement faux. C'est absolument faux. Il n'y avait aucune obligation d'introduire une quelconque mesure obligatoire dans notre corpus juridique. Et comme nous disent les experts, c'est loin d'être étayé. Donc, ça veut dire que c'est du bon vouloir de chacun des établissements scolaires. Ben, en fait, de toute façon, on a nous, pays nous faisons partie du Conseil de l'Europe, comme 46 autres pays, 46. Nous sommes membres du Conseil de l'Europe. À ce titre, nous devons aussi veiller à respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et les protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l'homme qui nous dit en fait que l'État dans son rôle de mise en place d'éducation ne doit pas aller à l'encontre des convictions philosophiques et religieuses des parents. Quand on regarde la jurisprudence de manière plus précisément, on va dire, on se rend compte qu'on nous dit que on ne doit pas endoctriner les enfants. Or, là, il s'agit clairement d'idéologie. L'État ne doit pas endoctriner les enfants. L'État ne doit pas pousser à l'exaltation sexuelle des enfants, ne doit pas porter de cette manière atteinte à l'équilibre, donc l'équilibre psychologique des enfants, doit veiller à ne pas heurter la conviction philosophique et religieuse des parents et même plus largement des familles, puisqu'il n'y a pas que le père et la mère qui sont visés. Donc, on a vraiment quelque chose qui va en réalité dans le sens du respect de l'autorité parentale. La Convention internationale des droits de l'enfant est le texte le plus contraignant. Il dit bien que l'on doit respecter l'autorité parentale des parents. Je voulais dire autre chose, c'est que la sexualité, comme on le dit en psychologie et en philosophie, la sexualité fait partie de la vie privée et familiale. On observe à cause de cette idéologie qui est relayée par l'OMS, un glissement du droit au respect de la vie privée et familiale vers le droit à la santé. Et comme ça peut justifier l'introduction, en fait, la sphère publique dans la vie privée, en fait. Et donc, on observe là une imprégnation, et ça peut devenir une coutume internationale si différents pays, comme ça commence à être le cas, mettent en application ces déclarations qui n'ont aucune valeur contraignante. Voilà. Donc, mais alors, si je comprends bien, il y a quand même un choc qui est entre l'écrit de la Convention internationale des droits de l'enfant
et les directives qui sont proposées par l'OMS. Clairement. Et alors, moi, j'ai mis à disposition un petit avenant très synthétique à la fiche d'infirmerie pour les parents, pour qu'ils puissent indiquer dès le début de l'année scolaire au directeur d'école, à la maîtresse d'école, par exemple, qu'on veut être informé d'éventuels cours d'éducation à la sexualité et au préalable, de façon à revendiquer l'autorité parentale, rappeler qui détient l'autorité parentale et de manière à ce que la responsabilité soit engagée si jamais on n'est pas prévenu, pour au moins faire en sorte d'enlever les enfants de l'école. Ça nécessite une action rapide, parce que les cours sur la sécurité dans les établissements, on ne va pas tarder à arriver. Quand on remplit la fiche d'infirmerie, on indique sur la fiche d'infirmerie qu'il y a une annexe à cette fiche d'infirmerie, et dans cette annexe, on dit qu'en tant que parent, détenteur de l'autorité parentale, nous voulons être informés de ces cours sur l'éducation à la sexualité et à la théorie du genre, et afin qu'on puisse faire le nécessaire, nous, pour le bon équilibre de nos parents. Oui, c'est pour ça que je l'ai transmis, mais bien évidemment, ça n'a pas forcément été vu par tout le monde, mais je le dis. C'est en quelque sorte une possibilité de commencer à entamer. C'est très synthétique, donc ça n'est pas du tout agressif vis-à-vis du directeur d'établissement. Si je donne ce conseil, c'est parce que j'ai fait tout ce travail. Donc, je sais qu'en fait, les parents peuvent venir dire que les experts ne confirment pas cette mesure, ne sont pas d'accord avec cette mesure, que ça porte atteinte à l'équilibre de l'enfant, à leur intégrité, voilà, à l'intégrité des enfants, et aussi que c'est en violation de l'autorité parentale si ça ne correspond pas à leurs convictions philosophiques et religieuses. Voilà. Et qu'il s'agit a fortiori d'endoctrinement, parce que comme on l'a bien vu, le docteur Biran, le docteur Bruno le disent, ça n'est corroboré par rien, cette obligation de recevoir des cours d'éducation à la sexualité. Ça n'a aucun support scientifique. Voilà. Je peux dire un mot sur le support scientifique. Excuse-moi, Virginie, c'est juste pour préciser. L'OMS dit bien là dans ses standards que l'éducation sexuelle doit être faite sur des bases scientifiques. Or, il n'en apporte aucune preuve scientifique. Les deux éléments qui font qu'il y a une espèce de dogme diffus qu'il y aurait une sexualité chez l'enfant, c'est le travail de Freud, qui n'a jamais dit qu'il fallait le travail de Freud sur la sexualité infantile, qui était une hypothèse de travail pour des thérapies d'adultes, mais il n'a jamais dit qu'il fallait faire une éducation à la sexualité de l'enfant, et il trouvait même que c'était en fait quelque chose qui allait détruire l'enfant, et que la vue du coït était un traumatisme psychique grave. Donc l'OMS peut dire des choses fausses à Freud. Et oui, il dit que l'éducation, que les éducateurs savent naturellement que il est très important de fortifier chez l'enfant la morale et la pudeur, et que sexualiser l'enfant ou faire son éducation à une sexualité le rendrait inéducable. C'est écrit même chez Freud, il ne peut pas être utilisé par ces imposteurs qui en plus viennent trafiquer les textes. Et puis l'autre élément, c'est le rapport de Kinsey dans les années 50 sur la sexualité. Mais ça n'a rien de scientifique, le rapport de Kinsey. C'est une abomination, c'est une horreur. Vraiment, quand on le voit, de masturbation répétée de jeunes enfants, y compris des nourrissons, qui font des manifestations somatiques et psychiques gravissimes, y compris très probablement des formes de convulsions de l'enfant. Donc, je veux dire, se référer des rapports Kinsey pour dire qu'il y a une sexualité. Alors, ils ne le disent pas comme ça, hein. Ils ne disent pas dans les standards de l'OMS, ils ne disent pas d'où ça vient, leur affirmation de la sexualité. Mais c'est une vraie horreur. Oui, je vais rajouter parce que CIECUS, leur référence scientifique, c'est l'organe de
pédagogie sexuelle qui a été créée par l'équipe de Kinsey. La professeure Judith Reisman travaillait pour le ministère de la Justice américain, avant d'avoir été la victime des lobbies et de campagnes de calomnie identiques à celles que nous subissons. Et elle a retrouvé des victimes de Kinsey, des enfants qui avaient été violés, qui avaient été masturbés, soi-disant, effectivement, des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie. C'est le docteur Bruno qui m'en a informé. C'est absolument épouvantable. Épouvantable. On voit bien qu'on a affaire à des grands détraqués. Des grands détraqués. Je voudrais rajouter que pour bien comprendre l'histoire de l'infiltration idéologique, à partir du moment où on a transgressé des enfants sur le plan à minima psychologique, en venant leur parler de la sexualité adulte alors que ce sont des enfants, on risque de créer des traumatismes, et ils sont déjà là, d'après le constat des collègues psychologues qui reçoivent les enfants. On risque de créer des traumatismes graves et des dissociations traumatiques. Ces dissociations traumatiques ont quoi pour conséquence? C'est important pour la vie d'adulte. Eh bien, ça peut donner de la sexualisation obsessive, c'est-à-dire obsessionnelle, des compulsives avec des addictions à la pornographie. Donc, on sait bien aussi qu'il y a un grand marché qui finance derrière, parce que j'avais cherché les financeurs de ces éducations sexuelles. On va tomber sur l'industrie pornographique. Ensuite, ça peut donner, au contraire, des gens qui sont complètement bouleversés et qui auront de très grandes difficultés à accéder à une sexualité, ou justement, puisque l'OMS nous réclame le droit au plaisir sexuel, eh bien, ça sera très difficile. Et on va avoir aussi, dans les conséquences, j'ai étudié récemment une thèse de doctorat qui en parle, eh bien, des gens qui vont avoir outre des addictions, des passages à l'acte, c'est-à-dire des impulsions, et donc ils ne vont plus être capables justement d'avoir ce rempart d'inhibition qui doit se créer dans l'enfance, qui sont des inhibitions normales, qui nous permettent de vivre en société, d'être civilisés, de ne pas tous s'entretuer. Donc tout ceci sont des conséquences à long terme. Pour réparer des traumas psychiques sur des adultes, des années, si on y arrive. Donc, il peut y avoir des échelles dans ces traumas. Mais on ne peut pas banaliser en disant « Oh, ben, c'est juste une fois, c'est juste 2 heures de cours, etc. » Il faut bien comprendre que le traumatisme, c'est-à-dire cette intrusion de la sexualité d'adulte dans le psychisme de l'enfant, fait par personne ayant autorité, dans une institution ayant autorité, c'est extrêmement grave et en groupe. C'est une violation des consciences. C'est une violation de l'innocence des enfants, c'est une violation des consciences. Et nous, notre propos, c'est la protection des enfants. Si je voudrais rajouter un paradoxe du pouvoir, parce qu'on nous explique que c'est pour protéger les enfants des abus sexuels qu'on va développer ces programmes. Donc, on les sexualise pour les protéger des abus sexuels. Si le pouvoir, que ce soit en Belgique ou en France, avait vraiment voulu se préoccuper de la protection de l'enfance, ça fait longtemps qu'il aurait entendu les alertes des professionnels concernant les dysfonctionnements de la justice. Le juge Édouard Durand est en train d'en parler. Nous avons très, très peu les chiffres. Moi, les chiffres que j'ai de 2021, sur 11 000 plaintes pour viol sur mineurs, il y a 700 condamnations. 700 condamnations. J'ai travaillé dans l'institution judiciaire en France. J'ai fait les formations de prise en charge de la délinquance sexuelle. J'ai supervisé les travailleurs sociaux dans l'institution pénitentiaire. Je vous garantis que ça ne fonctionne pas. Les pédophiles sont remis en liberté très facilement. Ils peuvent même retourner enseigner quand ils sont enseignants. Il y a un véritable problème de l'institution judiciaire. Il y a un problème de l'institution. Ça fait moins de 6% des viols sur enfants qui sont jugés. Absolument. Juge Durand, il dit 3%. Donc, de qui se moque-t-on? La protection de l'enfance, c'est une catastrophe, à tel point que c'est ce qui m'a fait arrêter les suivis des enfants. C'est-à-dire que je me disais, mais comment je peux me retrouver dans la situation où si je signale, l'enfant va être dans une situation pire qu'avant? Vous imaginez? On est dans quelque chose qui est vraiment une catastrophe. Là, j'ai vu un article, vous voyez, de BFM TV. 300 mères privées de la garde de leur enfant après avoir dénoncé les incestes de leur conjoint. La protection de l'enfance, elle est où, là? Elle est où? Ce sont aux adultes de protéger les enfants. Ça n'est pas à l'enfant d'apprendre qu'il peut être consentant, pas consentant, que ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. L'enfant apprend par imitation. Si on veut lui apprendre le respect, eh bien soyons des adultes respectueux entre nous et vis-à-vis de lui. Si on veut lui enseigner l'amour et l'empathie, montrons-le. Soyons des exemples. C'est comme ça qu'il apprend l'enfant. C'est pas tu nous as dit tout à l'heure paradoxal du pouvoir qui lui dit « Ah ben attends, je vais t'expliquer comment ça marche parce que si c'est moi qui t'explique, ça sera bien fait. » Ça, c'est des arguments de pédophiles.
tu nous as dit tout à l'heure que l'enseignement à la sexualité des enfants pouvait les aider à lutter contre l'abus sexuel quand ils seront adultes. J'essaye de faire un petit parallèle, c'est comme si on proposait aux enfants d'essayer la cocaïne pour que plus tard ils ne soient pas addicts. C'est très juste ce que tu dis, parce que d'ailleurs j'ai des anciens, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. J'ai des anciens intervenants dans les écoles qui parlaient des drogues, justement de façon très précoce. Et en fait, ils m'ont dit, on s'est aperçu que le fait d'en parler les incitait. Et il y a donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais ça veut dire qu'il faut être très, très vigilant sur le degré d'information qu'on apporte. Et surtout, notre protection, c'est d'éviter qu'ils soient en contact, en fait. Tout simplement, c'est là où on doit avoir nos responsabilités d'adultes. Comment se fait-il que des enfants, dans des classes maternelles, comme le disait Régis, sont en train de se faire des fellations? Où sont les adultes qui les surveillent? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, c'est très important parce que plus on va mettre l'idée, plus on va inciter. Et d'ailleurs, j'avais remarqué, j'en avais parlé dans mes vidéos YouTube, parce que vous pouvez, les gens, ils peuvent aller chercher, hein, moi, ça fait depuis 2017 que j'alerte, hein, donc sur ma chaîne YouTube, il y a un historique. Eh bien, il y a des acteurs des films pornographiques qui vont dans les écoles faire l'éducation sexuelle aux ados. Eh bien, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que la première chose que va faire l'ado en sortant, c'est aller regarder le film du mec. Et ça, c'est à Paris que ça se passe. À Paris. Et ça fait des années. Alors, une chose qui me paraît importante dans tout ça, c'est de pouvoir aussi chercher à recueillir des témoignages, parce que des enfants qui vont subir ce genre d'éducation dans les établissements scolaires et qui vont en être traumatisés, il y aura certainement des témoignages à recueillir, à faire remonter, à collecter pour pouvoir faire entendre une voix qui dise non à ce type de folie que nous propose l'OMS. Oui, Virginie, peut-être que tu veux en parler ou j'en parle? Oui, vas-y. Bon, je suis très expérimentée maintenant, parce que ça fait depuis 2017 que je suis en exposition publique sur les méthodes pour nous faire taire. Et donc, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître, ce sont des avocats ou des collectifs qui se réclament de nous alors que nous n'avons pas de relation avec eux. Donc, il faut faire attention, et qui incite les parents à venir donner les témoignages, les plaintes, etc. Qu'on se réclame de nos travaux, c'est très bien, c'est pour ça qu'on les fait. Réclamez-vous le plus possible de nos travaux. Il y a le colloque du 13 mai 2023, il y a les livres, il y a toutes nos interventions. C'est vraiment pour ça qu'on le fait. Mais nous souhaitons, nous, éviter que des plaintes soient étouffées par des sortes de détournement des témoignages pour les emmener dans des boîtes garage, parce que c'est souvent comme ça que c'est fait. Et j'ai beaucoup l'habitude j'ai beaucoup de dossiers où ça se passe comme ça. Donc, nous, Maître Deroreka et moi-même avons lancé l'initiative, mais également avec tous les professionnels qui sont avec nous, de recueillir ces témoignages de ce qui se passe. Donc, nous avons ouvert un mail pour les recueillir et il faut qu'ils nous parviennent, que nous puissions en avoir le plus possible pour pouvoir ensuite réfléchir à des actions. Dans les actions, comme l'a dit Virginie, c'est très important de le comprendre, à partir du moment où cela devient de la coutume, cela deviendra du droit. Le législateur légiférera sur les changements de mœurs. Donc, on ne peut pas tolérer ces changements de mœurs. Donc, il faut absolument que les parents, tous les adultes, les professionnels, tous ceux qui peuvent déposent des plaintes avec des avocats de confiance sans partir sur des gros collectifs dont on ne sait pas par qui ils sont tenus ni infiltrés, mais qu'il y ait une multiplicité de plaintes pour bloquer ces changements de mœurs qui permettront de changer la loi. Et cela, le professeur Judith Reisman en avait parlé parce qu'elle l'a vu faire aux États-Unis. Et ça sera pareil pour les mutilations des mineurs, c'est-à-dire le soi-disant changement de sexe, ça sera pareil, ça deviendra légal. Donc, il faut bien le comprendre et c'est très important d'insister dessus. Oui, si je peux ajouter quelque chose.
Oui, et tout à l'heure, le docteur Biran disait que justement ces gestes sexuels à un âge où il ne devrait pas y en avoir permet de se rendre compte qu'il y a un petit problème et de pouvoir rechercher la source. Faites l'autre chemin, c'est une fois que vous avez montré à des enfants des gestes sexuels, des images, des positions, comme on a pu voir dès le plus jeune âge, comment contester le fait qu'ils ne sont pas informés donc de l'acte sexuel, qu'ils ne voient pas ce que ça signifie, parce que du point de vue du juge, le magistrat, lui, il regarde le consentement. Le consentement, il rejette le consentement de l'enfant quand il estime qu'ils sont trop jeunes, quand il est trop jeune pour avoir connaissance de ses actes. À partir du moment où on rend obligatoire des cours d'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, on balaie cette condition. C'est-à-dire qu'on part du principe que tous les enfants dès le plus jeune âge ont connaissance de ce que signifie l'acte sexuel dans tous ces détails, parce que c'est bien ce qui se présente. Donc on a également le flou et le changement de mœurs et des décisions de justice qui vont aller aussi dans le sens de la légalisation de la pédophilie. On a bien l'impression que c'est un cheval de Troie pour cette légalisation. Et des mutilations d'enfants qui leur empêcheront d'avoir accès au fameux plaisir de l'OMS. Et c'est exactement, je vais rebondir aussi sur ça, parce qu'on a eu, je l'ai dans le livre, le témoignage du docteur Laurence Kaiser, qui est gynécologue, et qui, comme le disait le docteur Biran, le docteur Bruno, au niveau psychique, voilà, ces enfants, quand on leur apprend l'éducation à la sexualité, ils sont complètement effractés. Mais au niveau de la théorie du genre, quand on leur parle des 3 ans de l'orientation sexuelle et tout ça, il faut que les parents soient informés et puissent vraiment être avertis sur le sujet. C'est que cette orientation sexuelle, si on veut changer de genre, etc., c'est des traitements hormonaux extrêmement lourds qui ont des conséquences extrêmement graves sur la santé. Le docteur Kaiser dit que la vie sera courte. Et aussi tous ces changements avec la chirurgie et qui est en fait de la boucherie, hein. On ne parvient pas à avoir du plaisir une fois qu'on a changé de sexe. Donc, c'est un faux changement, comme le disait docteur Bruno pas plus tard qu'hier. Notre genre est inscrit dans chacune de nos cellules. C'est une aberration. Notre sexe. Pardon, oui, il faut être précis. Et en fait, aller expliquer des choses sur l'orientation de genre pour les enfants dès 3 ans, ça va les mener forcément à voir si on peut essayer autre chose, et ça mènera à des traitements chimiques extrêmement lourds et puis des chirurgies. Et des chirurgies qui ne mènent pas à un changement de sexe tel qu'on peut l'imaginer, ce qui fait que c'est potentiellement des plaintes pour charlatanisme, hein, à l'égard des médecins qui s'aventureront à faire ces opérations chirurgicales sur les jeunes. Torture, oui. Mais voilà, c'est extrêmement grave. Il y a beaucoup de pays qui font marche arrière, des interdictions dans certains États, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, à Londres, ils sont en train de faire marche arrière sur ces opérations-là. Et encore une fois, ça raccourcit la vie des êtres qui suivent ces traitements hormonaux extrêmement lourds. Donc il faut vraiment que les parents soient informés pour qu'ils puissent échanger avec les données et voilà, leurs adolescents. Je vais rajouter, puisque l'OMS appelle ça le droit sexuel de l'enfant, que si les parents sont contre l'opération de l'enfant, ils seront contre son droit sexuel. D'accord ? Donc, ils seront contre le droit de l'enfant, donc ils seront considérés comme des parents maltraitants. C'est déjà en train d'arriver aux États-Unis. Depuis 2017, j'entends toujours tu exagères. Et ben, on voit quoi ? On voit qu'en fait, j'avais raison sur tout. Donc, un parent maltraitant,
la loi lui retire ses enfants. Oui, mais sauf c'est ce qui risque d'arriver. Oui, c'est juste que c'est une atteinte à son intégrité physique, que de le mutiler. Donc, il faut bien que aussi on soit clair sur les termes et sur les actes, sur les faits. C'est une mutilation. C'est rien d'autre qu'une mutilation. Je donne des exemples de témoignages dans le livre. C'est une mutilation. J'ai l'impression que psychologue, pédopsychiatre et avocat, vous avez encore du pain sur la planche pour les années à venir. Je voulais dire, avant d'oublier, je voudrais dire quelque chose de très important parce que c'est pour les enseignants. Dans le livre, j'ai mis des extraits de débats parlementaires. Dans les débats, il est bien indiqué que les professeurs ne font pas d'éducation à la sexualité à l'école. Ce n'est pas aux professeurs de faire l'éducation à la sexualité à l'école. Déjà, en fait, là, vous avez des circulaires, tout ça, mais à aucun moment, bon, alors ils veulent faire à tout prix intervenir des gens extérieurs et notamment des lobbies, donc ça va pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des moyens de défense pour les enseignants. Parce que je sais qu'il y en a plein qui sont totalement contre, en fait. Mais je sais aussi qu'on est en train de les obliger. Il va y avoir des plans de plus en plus rigoureux pour vérifier s'ils font bien ces éducations à la sexualité. Et pourquoi on sait qu'il y a une hypocrisie, une intention de la part du ministère de l'Éducation nationale, c'est que les dérives qu'on a vues là dernièrement avec ces enfants mis à nu, les attouchements, etc., on n'a pas eu de communication de la part du ministère de l'Éducation nationale pour dire que c'était que c'était un scandale et que c'était absolument pas ce que l'on voulait. Au contraire, et c'est dans le livre, j'ai la copie, un justificatif. Il y a eu en mai-juin 2023 un questionnaire envoyé aux enseignants des classes de CP au CM2, leur demandant si durant les cours d'éducation à la sexualité, il y avait une partie sur le désir et le plaisir et sur l'orientation sexuelle. Désir et plaisir, on a bien dit, et la Cour européenne des droits de l'homme a bien dit, on parle ni d'endoctrinement et pas d'exaltation sexuelle à l'école. On est complètement hors clou et dans l'illégalité la plus totale avec l'aval du gouvernement. Donc il faut que les enseignants le sachent, ils peuvent se défendre. Regardez les débats parlementaires, il est indiqué, ce n'est pas du ressort des professeurs. Pourquoi est-ce qu'on oblige maintenant les enseignants à participer à cette opération politique, idéologique, tout sauf dans l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige la Convention internationale des droits de l'enfant? Alors Virginie, je dirais que ça pourrait être une bonne nouvelle si l'enseignant n'est pas tenu de faire ses cours. Le danger dans ce cas-là, c'est celui de l'entrisme de lobby par des intervenants extérieurs et là, on ne contrôle plus rien. C'est pourquoi je suis allée faire ces recherches aussi sur les origines de ces lobbies et sur leur position, sur leur financement. Parce que ce sera aussi, comme ils font partie de la sphère privée, de quel droit le ministère de l'Éducation nationale fait entrer des personnes faisant partie de lobby pour endoctriner les enfants. Les parents ont le droit également de s'opposer à ce genre d'introduction qui est contraire à l'avis des experts, ce qui est le plus important, les experts indépendants des lobbies. On a vu ça durant la crise Covid, on voit ça aussi pour l'éducation à la sexualité. C'est très important d'entendre des experts indépendants qui savent de quoi ils parlent et pas quelqu'un qui est affilié d'une manière ou d'une autre. Et puis, en fait, c'est quelque chose de très naturel, mais il faut que c'est vrai que les parents aient connaissance de tout ça. Forcément, on leur explique pas toutes ces choses-là. Donc, c'est notre rôle de les informer. Oui, je voudrais rajouter quelque chose aussi. Oui. À partir du moment où la sexualité va devenir un enseignement dit normal, banalisé, les parents qui ne seront pas d'accord seront en train d'empêcher l'enfant d'avoir le droit à l'instruction.
Donc, ça sera aussi quelque chose qui se retournera contre les parents. Donc, parents, si vous ne vous mobilisez pas maintenant, vous allez mordre la poussière. Mobilisez-vous pour vos enfants. Oui, et il faut le faire tous ensemble. Parce que, effectivement, comme le disait le docteur Biran, on a, moi j'ai vent de plusieurs dossiers maintenant, notamment de mères isolées, de tentatives de retrait de l'enfant parce que aliénation parentale, mère trop fusionnelle, ça pour moi c'est une aberration, mère fusionnelle. Ce sont les mêmes rapports à Toulon, à Paris ou à Tombouctou, on a les mêmes rapports. C'est pas du tout les mêmes situations, on a toujours les mêmes tatas à la crème pour enlever l'enfant aux parents qui dénoncent les abus sexuels. Ça fait des années qu'on le dénonce en tant que professionnel, mais des années. Voilà, et je pense que là, si les gens ne se regroupent pas, si ils ne font pas entendre leur voix, on va effectivement avoir ce genre de procédure. Croyez-moi, j'ai des dossiers de parents qui ont des gros ennuis avec la moindre chose avec les services sociaux pour des choses complètement anodines. Donc, la journaliste Cérit Don Evans a déjà relevé ce point très bien. Et ce que disait aussi le docteur Biran, voilà, il y a un abus, et j'ai une consoeur aussi qui a rédigé un livre, pardonnez-moi, je me rappelle plus son nom, mais elle a répondu à une interview aussi, spécialiste de ces dossiers-là. Il y a un emplacement abusif d'enfants en France et les parents ont de grandes difficultés après les récupérer. Je ne parle pas de ce qui advient après les placements. Parce qu'on sait aussi ce qui se passe. On va en parler. Ouais. Moi, j'ai plein de cas où les enfants se retrouvent violés au sein de la protection de l'enfance. Il y en a plein. Pourquoi ? Voilà. Parce que dans la protection de l'enfance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les professionnels aussi ont été sortis de la protection de l'enfance. Il y a plusieurs années déjà, il y avait eu un rapport qui était sorti, 30% n'ont pas de diplôme, de qualification, travaillent dans la protection de l'enfance. Oui, moi, quand j'ai commencé à Marseille dans la protection de l'enfance, il y avait des enfants qui étaient violés en famille d'accueil. Et on disait, ouais, mais on n'a pas d'autres familles d'accueil. Ouais. C'est ça la réalité. Alors qu'on ne vient pas nous raconter que c'est pour la protection de l'enfance, ce n'est pas vrai. On a écrit il y a des années avec d'autres professionnels de protection de l'enfance un ouvrage qui s'appelle « Danger en protection de l'enfance ». Allez le lire, ça fait des années qu'on alerte. Donc oui, c'est la réalité, elle est là. Et de ce que je comprends, c'est aussi financier, quoi, puisque ce sont des organismes privés qui s'occupent de placer les enfants. Donc, il y a vraiment des rouages, tout un système, des réseaux assez... Un truc, il y a eu un scandale en Espagne en 2019. Un réseau pédophile qui travaillait avec la protection de l'enfance espagnole. 1 200 000 fichiers pédopornographiques. 1 200 000 fichiers impliquant des viols d'enfants en lien avec la protection de l'enfance en Espagne. Ça a fait les grands titres dans les journaux espagnols. En France, on n'a pas eu une ligne dans les médias. Pas une. Oui. Moi, en tout cas, oui, j'ai le cas de pas mal de mamans isolées qui subissent véritablement et les rapports qui vont à leur rencontre et après, en fait, apparemment, les enfants sont rendus à leur bourreau. Les mamans sont psychiatrisées ou en fait poursuivies au pénal. C'est un véritable scandale et il faut vraiment le dénoncer aussi. J'ai des cas extrêmes de mères qui subissent un acharnement administratif, psychologique, physique aussi, avec des choses extrêmement graves. Tout simplement parce qu'elles dénoncent les exactions sur leurs enfants. Oui. Elles dénoncent les viols. De la part de l'ex-conjoint. Par exemple, oui. Et ce sont elles qui sont poursuivies. Ce sont elles qui perdent la garde de leurs enfants. Elles perdent la garde de leurs enfants. Elles ont des rapports de psychologues à leur rencontre. Les services sociaux chargent la mule. Il faut faire des inscriptions. Il faut, en fait, Tout à fait. Moi, quand je faisais les signalements d'enfants, j'avais des psychologues de la protection de l'enfance qui me disaient « Je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas le dire, sinon je perds mon emploi ». Le docteur Eugénie Izard à Toulouse a été condamné par l'ordre des médecins pour avoir fait son travail, pour avoir signalé des maltraitances
sur un enfant. Sauf que, évidemment, ça n'a pas pu à l'ordre des médecins. Elle se fait condamner pour faire son travail. Il est temps, professionnels, parents, mobilisez-vous, mobilisons-nous pour la protection de l'enfance. Exactement, parce que si on nous indique que l'éducation à la sexualité, c'est pour protéger les enfants des agressions sexuelles et des viols, non, il y a peut-être il y a d'autres choses prioritaires en fait à faire avancer, des choses qui sont complètement ignorées, mises sous le tapis, et beaucoup de professionnels courageux le disent, tant les experts en psychologie, psychisme, que même des confrères qui sont complètement démunis. Il faut rappeler la novlangue, éducation et sexualité, on l'a vu, ça ne va pas ensemble. Exactement. Éduquer, c'est créer des remparts, des protections, le fait de pouvoir vivre en société sans satisfaire ses pulsions immédiates. Donc, ça ne peut pas aller avec la sexualité. Et donc, je dénonce cette novlangue, éducation à la sexualité et éducation sexuelle. Il n'y a pas de différence, c'est une novlangue. Nous devons parler de protection de l'enfant, de prévention, parce que ça n'ouvre pas les mêmes verrous. Et il est très important de voir que dans ces textes de l'OMS, il est indiqué que l'adulte est partenaire de l'enfant pour son initiation au plaisir, etc. Ce terme vient des textes de Kinsey. L'adulte partenaire de l'enfant. Entendons ce que ça veut dire. Nous devons rejeter en bloc et dénoncer l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité, parler de prévention, de protection. Le docteur Régis Bruno sait aussi et nous a alerté sur le fait qu'il y avait aussi beaucoup d'autres domaines où cette prévention et cette protection n'étaient pas faites pour les enfants. Peut-être, Régis, tu peux en dire un mot. Et donc, si on a vraiment à cœur le souci des enfants, on ne fait pas n'importe quoi, on arrête ces expérimentations et on sort les lobbies des écoles. On les sort. Et des lieux de socialisation. Et on les sort de notre société parce qu'ils viennent avec des groupuscules terroriser n'importe qui, n'importe comment. Et il y en a ras-le-bol. Voilà. Excusez-moi, moi je suis colorique. Régis, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Juste en quelques mots. Les causes principales une des causes principales de mortalité chez le jeune enfant, je parle de la maternelle, eh bien, c'est les accidents domestiques. Chez les enfants, et on peut aider là, on peut réellement faire une prévention, je veux dire, y compris ça, on peut en parler en lien avec les milieux scolaires si besoin. Après, dans le primaire, c'est les accidents de la voie publique, c'est les enfants qui en particulier dans la rue, etc. Mais c'est aussi au niveau des accidents de deux roues, ça commence là. Et puis au collège, c'est en particulier ça aussi, les accidents de la voie publique, les deux roues, toutes les choses, les violences, enfin les comportements violents graves, c'est-à-dire que ça soit le professeur Charles Nicolas avait parlé des conduites ordaliques, c'est-à-dire la façon de se mettre en danger, c'est un peu la roulette russe, ça c'est des trucs d'adolescents, de jeunes adolescents, ce sont les addictions. Alors vraiment, si on veut faire quelque chose pour protéger les enfants au primaire, c'est mais en lien avec les parents, parce que une réponse, alors là ça va plaire à Ariane, mais une réponse purement éducative à un problème psychologique, ça tombe à côté. J'ai été, alors pour parler d'autre chose, j'ai été, enfin d'un autre sujet, mais qui touche aussi les adolescents, c'est le suicide et les tentatives de suicide. Eh bien, j'ai été confronté, alors je rigole parce que c'est tellement triste, c'est tellement, etc., que, excusez-moi, mais c'est un rire un peu nerveux, on est tellement déçus. Et j'en profite pour dire que ça ne nous intéresse pas spécialement. Vous avez dit que vous aviez du dégoût en tant que père. Eh bien, je vous promets que nous aussi, on a du dégoût quand on est expert, quand on entend tout ce qui est fait au niveau sexuel. Moi, je m'intéressais en particulier à l'autisme. À l'autisme, on peut s'y intéresser pleinement, si je peux dire. Il y a des mécanismes neuropsychologiques, tout ça. Il y a un tas de choses qui nous montrent comment on est, nous, en même temps. C'est intéressant. Tandis que on a du mal à s'intéresser aux motifs des pédophiles, etc. Moi, j'admire Ariane et Amandine qui ont réussi à écrire un boulot là-dessus parce que c'est sordide. Ça nous détruit aussi,
ça nous détruit. Voilà, donc on a tendance à pas s'intéresser à ça. Et s'il y a quelque chose qui mériterait, mais en lien, hein, pas une réponse, il n'y a pas de réponse non plus chirurgicale, hein, ni hormonologique, ni endocrinologique à des problèmes psychologiques. On ne nie pas que les enfants qui ont cette appellation qui n'est pas une maladie, qui est un effet de mode, ils ont des difficultés psychiques. On ne dit pas qu'ils n'ont pas de difficultés psychiques. On dit que la réponse est totalement à côté de la plaque et destructrice à long terme pour les enfants, long terme sur le plan psychique, long terme sur le plan anatomique chirurgical et long terme sur le plan endocrinologique, parce que c'est des traitements à vie. Là aussi, il y a des intérêts financiers dans tout ça, etc. Donc, quelque chose qui nécessiterait qu'on travaille de bonne heure là-dessus, de bonne heure, je veux dire, de manière adéquate et avec des professionnels, etc., ce sont les addictions. Les addictions en particulier, les drogues en tant que telles, hein, je sais bien que c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais aussi... Oui, à propos d'addiction, Ariane, tu voulais nous parler des écrans. Les écrans. Voilà, les addictions aux écrans, on voit combien on voit d'enfants qui sont pas encore à la maternelle, ils ont déjà leur écran, leur téléphone, où ils répondent sur celui de la mère, ou voilà, les addictions, et les addictions à la pornographie. J'ai des amis, alors personnellement je ne consulte plus, mais j'ai des amis qui travaillent encore et qui ont beaucoup d'enfants qui ont des addictions à la pornographie ou des addictions à la masturbation. Il faut être clair, qu'un adolescent se masturbe, c'est une banalité, je veux dire, parce qu'il est avec des fantasmes, il est avec des désirs et que ça fait partie, pour la plupart, de la vie sexuelle. Mais que si on commence la masturbation, et c'est sur des indications, c'est une agression, hein, voilà, faut être clair, hein, avant la puberté, hein, où ils ont vu des trucs porno, enfin bref, il y a eu une initiation tout à fait inadéquate. Et bien, quand il y a une masturbation chez l'enfant, il y a ensuite des addictions à la masturbation, ce qui est une impasse pour la vie affective et amoureuse. Hein, c'est une impasse parce qu'il y en a qui n'arrivent plus à se dégager de ça. Et quand vous êtes dans un couple et que vous voyez, je vous parle hein, de choses que j'ai eues en particulier avec des jeunes adultes, etc., on voit souvent les jeunes parents confier des choses quand ils commencent à avoir des jeunes enfants. Hein, avant, dans la vie d'un couple, ce qui change quelque chose, ce sont les enfants. Bien sûr, c'est la façon d'être ensemble, mais ce qui change, et on voit à ce moment-là des couples qui sont en grande difficulté parce qu'un des deux se met ou a toujours eu une masturbation un peu compulsive qui a passé au début de la vie de couple et puis là, ça passe plus. Je voulais ajouter juste une toute petite chose parce que Docteur Loridan, Eric tout à l'heure a bien mentionné quelles étaient les spécialités de chacun. Alors, on voit les experts ici, Docteur Bruno et Docteur Biran, et en fait, je voulais juste dire, parce que Monsieur Kinsey, il était en fait professeur d'entomologie et de zoologie. Voilà, je voulais signaler ça. Parce que donc l'étude des insectes et des animaux. Voilà, quand on pense que c'est de là que vient en fait qui a rédigé le rapport à l'origine de toutes ces horreurs. Voilà. Si je peux dire un petit mot aussi, le ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, excusez-moi, et le ministre de la Santé en poste lorsque j'ai publié mon livre ont été informés, je leur ai envoyé mon bouquin. Ils m'ont fait une gentille lettre. Merci, vous êtes bien gentil, mais nous, on est les meilleurs, quoi, on est les plus forts. Voilà. Donc, je veux dire, ils sont au courant. Hein. Je veux dire, c'est voilà. Est-ce que les actuels sont au courant? Je suis citée. On ne va pas renvoyer le livre à chaque fois qu'on change de. Et il faut être clair. Monsieur Papandiaï, et c'est pas un mystère, parce que a été ressort ce qui vient des universités américaines où il est allé se former. Pour les éducations à la sexualité. Mais ça a commencé avant, l'histoire du genre, c'était avant. Alors, on ne peut pas envoyer à chaque... Je veux dire, ils sont au courant, faut pas... Voilà, ils savent très bien. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et l'intentionnalité du méfait, si je peux... Peut-être que Virginie me requalifiera ça, elle se prouve par le fait qu'ils n'écoutent pas
les experts. Ils n'écoutent pas la réserve des experts. Il suffit qu'on soit un à émettre des réserves. Mais je sais qu'il n'y a pas que nous. Je sais que d'autres ont envoyé des courriers, etc. depuis 2017, quand j'ai sonné l'alerte dans le milieu des psys, parce que j'ai sonné l'alerte dans le milieu des psys. Donc, à partir du moment où non seulement on n'écoute pas les experts, on n'écoute pas les retours d'enfants traumatisés, et on fait comme si ça n'existait pas, et on lance des campagnes de calomnie validées par le pouvoir sur les experts et ceux qui sont dans la protection de l'enfance, quand même en Belgique, des associations de protection de l'enfance, hein, des pédopsychiatres, moi-même, ont été salis au journal de 20 heures et sur ce torchon de la RTBF. Eh bien, ça démontre l'intentionnalité, la malignité de cette intentionnalité, pour moi, en tout cas. Mais peut-être que Virginie va me le confirmer. Non, je confirme complètement. Bien sûr, c'est ce que je disais pour la crise des décembre 2020, la crise Covid. Je disais, quand on ne sait pas, on a le bénéfice du doute. Quand on est alerté de toutes parts et qu'on voit les conséquences de nos actes, en principe, on arrête. Si on n'arrête pas, c'est que c'est intentionnel. Et bien là, c'est pareil. On voit le désastre que vivent ces enfants qui sont traumatisés suite à un cours. Je sais pas, il y a des témoignages, je les ai lus, les associations me les ont envoyés, des petits enfants qui se sont bouchés les oreilles, qui se sont mis à pleurer. Mais comment la personne qui intervient ne se rend pas compte du mal qu'elle est en train de faire elle-même? Et deux enfants dénudés la semaine dernière, ou cette semaine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Un garçon qui est incité à toucher les parties génitales de la petite fille en classe. Voilà, sur demande de l'adulte. Sur demande de l'adulte, si c'est pas de la pédophilie, en fait. On va refaire passer à l'écran l'adresse mail pour pouvoir recueillir des témoignages. À mon avis, c'est un peu comme pour les vaccins, il y a 1% de déclaration d'effets secondaires. Et il est largement possible d'en avoir beaucoup plus de déclarés. Ben, donc, si on pouvait la passer au bas de l'écran, voilà. C'est la même matrice, on est bien d'accord. Et ce père est aussi diffamé. Hein. On est en train de dire qu'il dit n'importe quoi. Oui, tout à fait. Alors, pédophilie et vaccination de masse, on a l'impression effectivement qu'on se trouve dans la même matrice, et de matrices qui sont lancées par des lobbies. Ben, ce sont les mêmes qui financent. Tout cela fait partie d'un grand programme qui est aussi la politique du chaos, la destruction du tissu social, la destruction familiale, la destruction de l'humain par tous les biais. Et puis, on le voit très bien, la poussée de ces théories et de ces idéologies, ça mène à la solitude, comme le disait le docteur Bruno, et à la stérilisation. Parce que quand des enfants changent de genre, forcément, ils ne procréent plus. Il faut voir aussi derrière le plan général. Et on appelle ça droit sexuel et reproductif. Non, mais oui, ça fait bien. Je voudrais rajouter que nous avons des survivants des réseaux pédophiles qui n'existent pas selon le pouvoir, des réseaux pédocriminels, encore une fois, qui aujourd'hui parlent, ont décidé de libérer la parole sur ce qu'ils ont vécu. Nous avons déjà 50 témoignages, mais en fait, nous en recevons davantage. Tout ceci est traduit en français, en espagnol, etc. Précisément, il faut bien comprendre que toute cette industrie de pédophilie sur les enfants, de Snuff Movies, est une industrie colossale. C'est une mafia qui ramène énormément d'argent et qui précisément à infiltrer les instances de pouvoir, comme on l'a vu avec Epstein. Donc évidemment, l'enquête dont Madame Schiappa nous avait promis, etc., on attend toujours, parce que, et c'est très important d'aller écouter ces témoignages, c'est extrêmement difficile, c'est insoutenable, c'est précisément parce que c'est insoutenable qu'on peut quand même se dire que c'est vrai, parce que la réalité dépasse toujours la fiction. Ces gens-là ont énormément de courage de témoigner, donc il va falloir aussi que les gens sortent de leur confort, comme nous l'avons fait. Nous sommes tous sortis de notre confort. Nous avons consacré et nous consacrons des heures, des milliers d'heures bénévoles, de dévouement. Nous n'avons pas envie d'aller dans ces sujets, nous n'avons pas envie d'aller dans ces dossiers. Nous n'aimons pas, ça nous atteint, ça nous détruit. Alors, quand les gens nous demandent « Ah, mais est-ce que je peux trouver, où est-ce que je peux trouver ceci et cela ?» Allez lire nos travaux, commencez, faites la première page, la deuxième page, la troisième page. On les a écrits de façon dévouée, bénévole.
à un moment donné, parce que ce sont ces milliers d'heures, c'est sur notre travail, ce sont nos vies de famille. Pour la protection des enfants, faites la même chose, responsabilisez-vous, prenez le temps d'aller vous informer correctement, parce qu'il faut s'informer correctement pour pouvoir diagnostiquer correctement un problème. On ne peut pas rester en surface et ne restez surtout pas sur « Oh, docteur Bruno, il a dit ça » ou etc. Allez lire nos travaux, allez regarder, faites l'effort. S'il vous plaît, faites l'effort pour les enfants. Très bien, merci beaucoup Ariane. Le docteur Bruno va bientôt falloir qu'il vous quitte. Oui, si Bruno, Régis, si tu veux nous dire un petit dernier mot pour nos auditeurs avant de partir. Je veux dire un petit mot. Je comprends très bien que ça soit très difficile pour les parents. Ça, c'est clair. Parce que quand on est parent et qu'on confie son enfant à une institution, on a toujours peur que si on râle, pour être clair, eh bien, ça retombe sur l'enfant. Donc, c'est vraiment important que les parents, bien sûr, je crois que là, ils auraient dû être convaincus, soient convaincus de la réalité de tout ce qu'on et de tout ce qu'on raconte et de nos craintes pour l'avenir des enfants. Hein. On en a, nous aussi. Et que donc, c'est bien ça qui nous motive. Hein, et qu'on n'est pas après moi le déluge, non, après moi des enfants. Et qu'on comprend très bien, mais qu'il faut qu'ils se mettent en groupe. Si on est tout seul, on est très fragile, on est très faible, et qu'il faut vraiment qu'ils s'associent. Je comprends très bien que quand on est parent, on aime son enfant, on veut etc. Mais que c'est difficile de lutter contre les gros machins parce qu'on a peur que ça retombe sur les gosses, sur nos gosses. Voilà, c'est tout. Je suis totalement d'accord avec toi, Régis, mais il faut bien comprendre qu'on ne protégera pas. Il faut bien expliquer maintenant aux gens que vu l'intensité du programme, vu l'intention de ce grand déploiement avec force endoctrinement et urgence de grand déploiement de cette sexualisation des enfants, il faut bien comprendre qu'on ne protégera pas ces enfants. On protégera les enfants. L'ensemble. Et ça, il faut aller chercher l'empathie pour se dire, c'est pas les miens que je protège, c'est je suis un être humain, je protège les enfants de tous, les enfants des juifs, les enfants des musulmans, les enfants des noirs, les enfants des chinois, les enfants des peaux rouges, les enfants, voilà. On est bien d'accord, c'est les enfants, nos enfants, ça à prendre au sens large, les enfants. Alors, je ne suis pas sûr qu'en ce moment, les Chinois soient en train de faire une éducation à la sexualité des petits Chinois. Sur ça… Il y a des Chinois en France. Donc, voilà. On rappellera avant que tu partes, Régis, le titre de ton livre paru en 2021, Préserver l'innocence des enfants aux éditions Le Bien commun. Oui, merci beaucoup. J'en profite pour rajouter les livres récemment parus de Virginie Derucker-Reca, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs. On trouvera des pages sur le corpus juridique pour la protection des mineurs face à ces inflexions idéologiques. Et Ariane Billéran, en 2007, qui avait commis L'imposture des droits sexuels aux éditions Bouquelis. C'est bien ça? Préfacé par, 5e édition 2022, préfacé par le professeur Judith Reisman et par le docteur Régis Bruno. Et un autre livre paru déjà en 2013, Psychopathologie de la pédophilie aux éditions Duno. Oui, avec Merci. Vous avez de quoi lire et ne vous dites pas que vous n'étiez pas au courant. Les parents, allez-y, mobilisez-vous. J'allais dire, c'est comme pour les contraintes Covid que nous avons tous subies. Si nous sommes tout seuls, on va s'écraser. Il faut s'unir et il faut que ça soit non et que ça soit du non et non négociable. Parce que c'est pas seulement vous, les parents, que ça touche, c'est vos enfants, c'est la prunelle de vos yeux, c'est la sève de votre vie et vous n'avez pas le droit de les laisser tomber. Et vous n'avez pas le droit d'être passif en disant on peut rien faire, ils sont trop forts. Ce sont vos enfants et c'est à vous de les protéger. Virginie, un dernier mot? En fait, je suis complètement d'accord avec ces paroles. Ce ne sont pas les enfants qui doivent nous protéger, nous devons les protéger. Nous sommes les adultes, nous sommes responsables, nous devons reprendre en main ce qui nous a été retiré et il faut les protéger. C'est vraiment l'avenir de l'humanité. Donc, c'est primordial parce que
on a peut-être l'anxiété de faire quelque chose, de peur socialement, voilà, d'avoir des petites anicroches, mais quelles sont les conséquences irréversibles si on ne le fait pas? Il faut penser à ça. Si jamais je ne fais pas, quelles seront les conséquences? Je ne pourrai jamais rétablir ce qui était avant. Donc, c'est vraiment très important. Je ne pourrai plus jamais me regarder dans la glace. Et je ne pourrai plus jamais me regarder dans la glace. Si on nous a seriné le sacrifice pour le bien commun, ça fait depuis 2020 qu'on a cette litanie, eh bien c'est un endroit où on doit se sacrifier. C'est ici. C'est pour protéger nos enfants, les enfants. Voilà. Oui, mais surtout qu'on leur a déjà fait énormément de mal avec le port du masque. Ça a été cet objet de soumission. On leur a fait tellement de mal pour leur développement, pour leur santé, puisqu'on sait que ça acidifie le corps, etc. On leur a fait tellement de mal, on les a injectés avec des produits dont ils n'avaient pas besoin. Culpabilisés. Psychologiquement, ça va être une catastrophe déjà pour ces générations. Et maintenant, en plus, on va les sexualiser. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on les a laissés dans le froid aussi, hein, classe maternelle à 13 degrés. Plus le froid. Là, en ce moment, une cérémonie à l'Élysée, ça coûte combien en électricité? Une bouteille de champagne équivalait au prix du SMIC d'un Français moyen. Pour moi, ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de la population française. C'est un affront. C'est un pouvoir qui appelle à la haine et qui prétend venir éduquer à la vie affective et amoureuse. Merci. Absolument. En vous écoutant, Eric, peut-être je te laisse la conclusion. Oui, en vous écoutant, j'ai l'impression que un groupe d'individus veut transformer notre monde en asile psychiatrique où les fous prendraient la direction. De l'opération Covid que j'ai décrit comme une opération criminelle, jusqu'à ce que vous êtes en train de décrire dans cette émission, on est dans la même logique, une logique de destruction. Sauf que là, on s'attaque à la partie la plus fragile de la société, à nos enfants. C'est notre talon d'Achille. Et on voit bien où on veut nous conduire. On veut détruire la famille parce que la famille est le socle de la société, le socle d'une société équilibrée, si j'ose dire. Je suis conscient de tout cela. Le problème de la pédocriminalité m'est personnellement insupportable parce que je n'ai pas la moindre compréhension, la moindre capacité de compassion vis-à-vis de gens qui abusent de l'innocence des enfants, comme je n'ai pas la moindre compassion pour les gens qui abusent de la faiblesse des anciens, comme ça a été le cas avec l'opération Covid dans le cadre des EHPAD. Et je rejoins Virginie quand elle dit que nous devons absolument unir nos forces et nos moyens pour essayer de lutter contre ce monde détraqué. Parce que tout ça n'est possible que parce que nous avons une classe politique tellement corrompue, tellement dépravée, que les citoyens sont appelés à ne plus faire la différence entre le bien et le mal. Donc, il faut que la société civile reprenne, pardonne-moi Ariane, reprenne les rênes de ce pouvoir qui perd la tête et qui nous mène vers l'abîme. C'est ce que nous sommes en train de faire à l'initiative du docteur Olivier Soulier et du professeur Joseph Trito. Olivier et le professeur Trito avaient convenu à Sienne, lorsque nous y étions ensemble, de constituer un énorme collectif européen et même qui irait même au-delà, puisque le professeur Trito nous a informé aujourd'hui que les États-Unis et le Canada voulaient se joindre à ce mouvement qui est déjà en train de fédérer des tas de forces en Europe. Et je crois que le champ d'action de ce collectif ne peut pas se limiter simplement à lutter contre l'OMS, mais dans tous les aspects que déploie l'OMS, nous devons agir, nous devons nous opposer. Si nous ne prenons pas la défense de nos propres enfants, alors effectivement, nous sommes une société perdue qui ne mérite pas de vivre. Nous avons le choix, nous sommes confrontés, nous sommes à un croisement vital. Soit nous nous ressaisissons tous,
nous nous unissons et nous constituons ensemble une force d'opposition à cette folie, soit nous périrons tous. C'est aussi simple que ça, à commencer par nos enfants qui seront les premiers sacrifiés. Je vous remercie infiniment, Ariane et Virginie, d'avoir été présents avec nous sur TVADP. Votre parole est importante parce qu'elle contribue à éveiller les consciences et elle devrait être entendue plus régulièrement. Faites-moi le plaisir de nous promettre de revenir plus souvent sur TVADP parce que nous essayons de remplir modestement, en toute humilité, notre fonction de médias libres et indépendants. Et nous le disons toujours, nous sommes en train d'essayer de bâtir la télévision que nous voudrions tous, parce que la télévision peut être un instrument de culture, un instrument de savoir, un instrument d'éveil, un instrument d'éducation, si elle était entre de bonnes mains. Comme les médias mainstream sont dans de mauvaises mains, on a une société dépravée, une société détraquée. Je ne peux pas croire que dans ce pays, il n'y ait pas une majorité de gens attachés à des valeurs, attachés à la famille, attachés à la défense des faibles et des opprimés et des enfants. Je crois que nous sommes une majorité silencieuse. Mais pour que cette majorité silencieuse s'éveille, nous avons besoin du verbe. La Bible dit au commencement était le Verbe, et on sait très bien que le Verbe, lorsqu'il est au service de la justice et de la vérité, peut abattre n'importe quelle tyrannie. Il faut regrouper, réunir les intelligences, les gens capables, et je pense à Jean-Dominique Michel qui fait un travail extraordinaire. Nous l'avons reçu sur TVADP et j'ai eu l'occasion brièvement de discuter avec lui, de lui dire: Jean-Dominique, tu fais partie des gens capables d'expliquer les choses. Tu es capable de convaincre. Il faut que tu fasses davantage. Et je suis ravi de voir le travail qu'il fait au quotidien. Et TVADP diffuse au quotidien toutes ces capsules parce qu'il remplit une fonction d'utilité publique, tout simplement. Au même titre que toi, Ariane, et au même titre que toi, Virginie. Donc, retrouvons-nous ensemble plus souvent parce que c'est ensemble que nous arriverons à renverser la table. Oui, nous allons mettre en place des tables rondes d'experts, de psy, etc., avec différents médias dont j'espère évidemment TVADB, je suis sûre que vous en ferez partie. Je voudrais quand même souligner que Virginie et moi ne sommes pas dupes nous subissons des campagnes d'invisibilisation très nettes au profit de gens qui viennent parler de l'éducation sexuelle pour dire n'importe quoi, qui n'ont pas lu en fait les textes, qui, j'ai envie de dire, se font mousser sur le sujet, en délivrant des informations fausses aux gens. Donc ça, c'est aussi la responsabilité des médias, y compris alternatifs, à minima, même s'ils souhaitent donner la parole à ces citoyens, pourquoi pas, mais qu'ils nous donnent la parole à nous, parce que notre parole n'a pas la même valeur. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Pour déposer des plaintes en justice, on a besoin de la parole des experts. Sinon, on dépose quoi? Quelle parole fait foi, en fait? Donc, c'est très important que, à minima, vous puissiez nous aider je parle aux gens en général, hein, en signalant ces stratégies permanentes d'invisibilisation dont Virginie et moi sommes l'objet. Écoute, TVADP depuis le début, et nous avons un ami commun, c'est Olivier, qui devait avoir sur TVADP une émission régulière. Le Doc Loridan peut en témoigner. Nous sommes le média qui a reçu le plus de médecins, de chercheurs, de scientifiques, d'intellectuels, d'avocats, mais de gens intègres, de gens fiables et intègres qui ont pour fonction d'éveiller les consciences. Des gens qui remplissent le silence par des belles paroles ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Or, on a la chance de constituer une tribu de gens intègres et fiables, et vous en faites partie, Ariane et Virginie, et Dieu sait si on vous soutient, même si on ne se manifeste pas dans votre vie quotidienne, nous le faisons à notre manière, à travers des articles, à travers des émissions. Retrouvons-nous ensemble, parce que, comme je le disais, il n'y a qu'ensemble qu'on réussira à éveiller les consciences et à renverser la table, parce qu'il y a urgence.
et que les gens n'attendent pas, encore une fois, qu'il y ait quelque chose qui se présente à eux. Dès maintenant, parents, professionnels de santé mentale de l'enfance, allez lire nos travaux, allez écouter ce que nous disons, allez écouter le colloque du 13 mai 2023 avec différents experts, il est accessible en ligne, et ensuite, prenez votre bâton pèlerin et allez informer les autres. Créer des groupes locaux, c'est de façon locale qu'il y aura suffisamment de barrages et de protection de l'enfance. N'attendez pas une action nationale qui, de toute façon, sera infiltrée. Ça aussi, c'est très important de le rappeler. La passivité et l'indifférence sont nos pires faiblesses. Virginie, j'aimerais que tu contactes Astrid Suckelberger qui va t'expliquer en long, en large et en travers tout ce que nous sommes en train de faire à l'initiative du professeur Trito et d'Olivier Soulier. Je le dis toujours, je n'ai plus l'âge d'un jeune combattant. J'espère que ce sera mon dernier combat. C'est le combat de ma vie, le combat du siècle. J'espère qu'on va réussir ensemble à changer les choses parce qu'il y a vraiment urgence. Autrement, c'est l'abîme pour nous tous. Et j'aimerais que tu entendes ce qu'elle a à te dire parce qu'elle a parlé de toi en termes très élogieux aujourd'hui dans la réunion que nous avons faite ensemble. Ariane, tu sais que… Virginie, c'est un cadeau du ciel, il faut le dire aux gens. Pour moi, c'est la seule avocate. Depuis 2017, je cherche un avocat qui puisse m'expliquer très clairement en termes juridiques ce que je sais, ce que j'ai lu dans les textes de l'OMS, comment on va passer de ces protections juridiques que nous avons à ce droit international de la sexualité de l'enfant. Eh bien, elle a fait le travail. Ce sont des milliers d'heures de dévouement. C'est un cadeau du ciel, cette femme. Et je renvoie à l'interview que j'ai faite, numéro 398, 399 dans l'Antipresse de Virginie, où effectivement, le pouvoir le sait que c'est un cadeau du ciel, parce que ce qu'ils lui ont fait subir, c'est inadmissible. Et ça aurait dû être couvert par les médias et les médias alternatifs. Eh bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas bougé. Et moi, je leur en veux beaucoup. Et je veux dire que je suis aussi non seulement colérique, mais rancunière, parce que j'ai tout l'atavisme corse qui sort, et j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Voilà. Non. Virginie est très aimée et très respectée. Nous le voyons sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont notre pain quotidien. Ariane, le travail que tu fais aussi est respecté et tu es très aimée. Et heureusement, parce qu'on a besoin de gens comme vous. On a besoin de gens comme vous. Merci d'exister. Est-ce qu'on n'est pas tous des cadeaux du ciel alors sur ce plateau ? En tout cas, tous ceux qui œuvrent pour la vérité et pour la justice sont des cadeaux du ciel. Et Sébastien est un autre cadeau du ciel parce que le travail qu'il fait à sa manière est extraordinaire. Tu l'embrasses pour moi fraternellement, Virginie. Mais je pense que tous ceux qui font les choses avec le cœur sont pour le bien commun et c'est très très important d'agir avec le cœur. Mais oui, il faut aller chercher l'amour en soi, l'amour pour les enfants et vous verrez, le courage viendra tout seul. Merci. Merci à vous, les Éric. J'aurais terminé avec les prédictions de Pascal Najadi, puisqu'on a beaucoup parlé de l'OMS ici. Il dit que dans un an, l'OMS aura disparu. Voilà, je fais ce vœu également. C'est pas la peine de laisser en place une organisation criminelle. C'est pas la peine de chercher à la transformer. Il faut réellement la détruire. Vous avez vu, c'est une émission qui n'était pas à votre santé, mais que j'ai présentée. Alors donc je vais remercier Éric Montana de m'avoir fait confiance pour l'animation de La Vie Autrement. Vous voyez qu'il y a une certaine fluidité dans les émissions où on peut facilement passer de l'un à l'autre. Éric intervient de temps en temps également À Votre Santé et ce sera le cas lundi prochain. Alors j'avais prévu ce lundi-ci d'accueillir dans l'émission le docteur Grégory Pamard qui était convoqué aujourd'hui au Conseil de l'Ordre des médecins. Je vais vous rappeler les raisons. C'était parce qu'il avait soigné un patient Covid en décembre 2021 que son médecin avait abandonné. Grégory Pamard, alors qu'il était suspendu, s'est déplacé chez lui, il a fait 40 km en voiture en hiver pour le soigner et éviter au patient l'hôpital. Le médecin traitant de ce patient a porté plainte et Grégory était en disciplinaire aujourd'hui. Il y avait à peu près 200 personnes devant pour le soutenir avec des petits ballons en forme de cœur et c'était magnifique.
J'avais aussi prévu d'accueillir en même temps le docteur Michel Procureur, qui était passé la semaine dernière à Nantes pour avoir fait des faux passes sanitaires. Ce sera remis à la semaine suivante parce que l'actualité l'oblige. Vous avez vu il y a peu de temps que dans l'émission d'Idriss Aberkan, le maître Carlo Burruza était intervenu pour parler des contrats entre Pfizer et l'Union européenne via Ursula von der Leyen, notamment en ce qui concerne l'Afrique du Sud, mais il a aussi des révélations à nous faire concernant les contrats européens. Donc ne manquez pas cette intervention, cette émission qui va avoir lieu lundi prochain à 20h sur TVADP. Avec Frédéric Chaumont d'Agora TV, l'émission sera diffusée à la fois sur TVADP et sur Agora TV. Et c'est parfait. Merci à tous. Vous voyez, juste pour terminer, sur la grande entreprise de corruption qu'on a vue pendant le Covid, sur les arrosages financiers des uns et des autres, eh bien, c'est la même chose pour ce dont nous parlons. Vous voyez, je viens de recevoir à Rennes, la municipalité attribuera plus de subventions aux associations sportives qui déclarent des enfants non binaires, dont nous sommes encore dans un système de corruption financière généralisée auquel nous devons dire stop. On va s'y employer. On va s'y employer. Stop. Et puis non, c'est non négociable. Vous ne passerez pas. Mais ensemble. Si on le fait seul, on va se planter. Tous ensemble, non et non négociable. Mais ça doit commencer par un courage individuel. Je rappelle, Absolument. Il ne faut pas attendre que les autres arrivent. Absolument. Tout à fait. Ce sera le mot de la fin, si vous voulez bien. On est à 1h52. On a fait fort aujourd'hui, mais c'était passionnant. Merci. Virginie. Merci à vous. Merci. Ariane, merci à vous. Merci également au docteur Régis Bruno de nous avoir aidés dans cette émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir.